Les précédents numéros de CQFD Philatélie vous ont permis de reconnaître quelques faux amis parmi les timbres français au type Cérès, Sage, Semeuse et Marianne. Dans ce nouveau numéro sur les faux amis, nous allons étudier un seul timbre, ou plutôt deux pour être précis, au type Semeuse camée 30 centimes rouge, mais cette fois-ci sous sa forme préoblitérée. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à bien distinguer les deux émissions de ce timbre qui ont des codes sensiblement différents. Pour ce numéro 6, on va donc s'intéresser à ces deux émissions susceptibles de faire l'objet de confusion, volontaire ou pas, et je vais vous expliquer dans quel but cette confusion pourrait être exploitée. Ce sont des timbres préoblitérés, donc postalement réservés aux envois en masse, comme les journaux ou les publicités. Les deux timbres préoblitérés en question sont au type semeuse érotif fond plein, aussi appelé semeuse camée. Rappelez-vous, on a déjà rencontré ces deux timbres dans le numéro 3 de CQFD Philatélie, consacré aux semeuses de rôti fond plein 30 et 35 centimes, mais dans leur état original, c'est-à-dire sans préoblitération. Dans leur version préoblitérée, on rencontre deux variantes de ces 30 centimes rouges. À gauche, le premier, émis en septembre 1922, est au type 1 et correspond au type 1 non préoblitéré de même date. Il a été préoblitéré avec une surcharge appliquée à plat. La surcharge dans ce cas a un aspect net et brillant. Le deuxième, à droite, émis en début d'année 1939, est lui au type 2A. Il correspond au type 2A non préoblitéré de 1937 et a lui été préoblitéré avec une surcharge appliquée par la technologie rotative. La surcharge a un aspect plus terne, plus épais. Voici nos deux lascars réunis. Pour une première identification rapide, regardons le coin haut gauche du timbre. Comme pour les exemplaires non préoblitérés, le filet intérieur du cadre est partiellement absent sur le type 2A de 1939, alors qu'il est intact sur le type 1 de 1922. Donc si l'on vous propose un 30 centimes rouge préoblitéré de 1922 auquel il manque un morceau de cadre à cet endroit, attention, c'est probablement un exemplaire de 1939 qui cote environ 20 fois moins. Pour confirmer cette identification type 1, type 2A, on peut aussi vérifier, comme pour les exemplaires non préoblitérés, la distance du haut à gauche du chiffre 3 par rapport au bord gauche du timbre. Comme pour les non préoblitérés, si le chiffre 3 est éloigné du bord, il s'agit d'un type 1. Sinon, il s'agit d'un type 2A. Le dernier élément important pour l'identification est bien entendu la surcharge apposée sur les timbres. Dans le cas du timbre de 1922, il s'agit d'une surcharge apposée à plat. Ce type de surcharge a un aspect bien net et brillant, comme on peut le voir sur l'exemple qui est affiché à l'écran. Le timbre de 1939 a lui été surchargé sur des machines rotatives. L'aspect de la surcharge ici est beaucoup moins net, plus diffus, plus lourd, moins marqué, plus terne. En principe, mais ça ne concerne que les exemplaires neufs, on peut observer au verso un foulage dû à la frappe de la surcharge. Je vous l'accorde, difficile de s'en rendre compte sur un simple scan. Quoique, si vous regardez attentivement cet exemple, une fois les types bien identifiés, il faut se méfier d'un autre élément, la gomme. En effet, il est très tentant pour les faussaires de regommer un timbre comme notre 30 centimes préoblitéré de 1922, qui cote environ 40 fois plus avec gomme que sans gomme. Notez qu'un très prochain numéro de CQFD Philatélie sera consacré à l'examen de la gomme des timbres et aux indices qui permettent de reconnaître un timbre regommé. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une fausse surcharge, puisque par exemple le spécimen de 1922 cote 20 fois plus en préoblitéré qu'en normal, s'il est avec gomme intacte, et quand même 4 fois plus s'il est sans gomme. Il faut tout d'abord se méfier de tout timbre préoblitéré qui comporte une oblitération supplémentaire. Dans ce cas, le mieux est de s'aider d'une loupe binoculaire à fort grossissement pour vérifier que l'oblitération est bien par-dessus la surcharge. Dans le cas contraire, il s'agit bien évidemment d'une fausse préoblitération. Le deuxième élément est valable pour les timbres neufs avec surcharge à plat, on l'a vu tout à l'heure, il s'agit du foulage au verso.
Enfin, on peut aussi comparer la surcharge avec celle d'un spécimen certifié ou dont on est sûr. Toute surcharge avec un aspect inhabituel ou bizarre doit nécessairement susciter la méfiance. Mais ne perdez pas de vue quand même que l'aspect des surcharges, leur épaisseur, leur netteté, etc., peut varier un peu d'un spécimen à un autre en fonction notamment de la quantité d'encre lors de l'impression, selon qu'on est en début ou fin du processus d'impression par exemple. Un conseil, dans tous les cas, demandez un scan haute définition pour bien vérifier tous ces éléments. Pour ce qui concerne la gomme et le foulage dû à la surcharge, rien ne vaut toutefois un examen de visu, et en s'aidant si nécessaire d'une loupe binoculaire à fort grossissement. Pour conclure, si vous voulez vous exercer à reconnaître facilement un type ou un autre de ces timbres, je vous suggère, comme je l'ai fait moi-même, d'aller faire une recherche sur un des sites d'enchères bien connus, pas seulement américains d'ailleurs. Vous y découvrirez à coup sûr quelques erreurs pour vous faire la main, et on peut parfois mettre le mot erreur entre guillemets. J'espère avoir été clair sur les différences entre ces deux cousines. Il reste d'autres faux amis, au type Sage par exemple, qui feront l'objet du prochain numéro de CQFD. Et je vous dis donc à très bientôt.